Bien, on va reprendre. On va reprendre avec l'intervention qui aurait dû être l'intervention de Maud Bonenfant et Audrey Bélanger, qui va être une intervention de Audrey Bélanger, puisque Maud Bonenfant est alitée, et donc elle va faire un exercice difficile, faire une intervention à deux, de la transformer en une intervention à un. Bon, et voilà, elle va parler maintenant de l'héritage de la télévision aux transformations de la forme télévisuelle sur le web, dans un cas particulier. Oui, donc analyse de YouTube. Donc, avant de commencer, donc en effet, comme M. Skenazy dit, Maude a vraiment un pépin de santé de dernière minute. C'était vraiment prévu qu'on soit les deux ensemble. Et elle fait dire qu'elle est très désolée. Elle voulait vraiment participer à la journée en entier et qu'elle est vraiment déçue de ne pouvoir être avec nous. Donc, avec l'appel de ce colloque, avec les nouvelles consommations de la télévision, entre autres sur le web, les différentes plateformes, on en a déjà parlé un peu, entre autres Netflix, qui sont présentes pour la consommation de la télévision. Plusieurs rapports, entre autres au Québec, au Canada, le CIFRIO, l'Observateur des technologies des médias, Téléfilm Canada ou le Fonds des médias du Canada, entre autres, euh, démontrent bien par des chiffres comment la télévision se consomme de façon différente aujourd'hui. Nous croyons vraiment que YouTube a un héritage télévisuel et c'est important d'étudier cette plateforme-là pour peut-être mieux comprendre notre télé d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous proposons de s'attarder sur 3 paramètres de la forme télévisuelle, sur les logiques de l'hypermodernité pour mieux comprendre la plateforme YouTube et on entend démontrer que la plateforme est emblématique de l'hypermodernité télévisuelle. Avant de commencer l'analyse, quelques petites mises au point. Donc, on va s'arrêter rapidement sur donc 3 paramètres télévisuels. Définir la télévision en soi, c'est évidemment excessivement difficile, encore plus en 20 minutes. Donc, on a seulement ciblé quelques paramètres qui nous semblaient pertinents. Donc, aucunement une définition rigide et complète de la télévision sera exposée ici. Donc, malgré cette définition qu'on veut tout de même flexible, donc, c'est difficile de saisir qu'est-ce que la télé aujourd'hui, peut-être avec une petite approche historique, mais sans être stricte. Certains éléments de la télévision qu'on pourrait qualifier peut-être une télévision plus traditionnelle ou d'une autre époque où on a parlé de télévision domestique vont être surtout soulevés en sachant très bien qu'aujourd'hui, tous ces éléments-là ne sont peut-être plus exactement comme ça, mais on croit vraiment que ça peut nous aider à mieux comprendre YouTube. D'ailleurs, donc cette analyse est vraiment actuelle, ancrée dans ce qu'est YouTube aujourd'hui en 2017, en ne cherchant pas à comprendre à partir de l'apparition de YouTube si c'est plus la télévision qui a mis de l'avant une façon de faire ou YouTube, mais vraiment plus aujourd'hui ce continuum historique et une logique d'inter-influence des deux plateformes. Finalement, vous l'aurez bien compris, YouTube abonde de contenu. Nous avons décidé de délaisser l'étude des contenus pour vraiment se concentrer que sur la plateforme, donc autant les contenus télévisuels que les contenus qu'on retrouve sur YouTube qui sont télévisuels et bien sûr autres. Donc, commençons par résumer les 3 paramètres de la télévision qui nous occupent aujourd'hui. Donc, notion abondamment parlée aujourd'hui, le flux commencer tout d'abord par être théorisé par Williams. Donc, il nous explique que dans son époque où la diffusion est majoritairement en direct, au début de la télévision, on est à quelques heures par jour de diffusion et chacune de ces unités autonomes ou discrete units, comme dit Williams, sont intercalées par des pauses venant d'une logique qui peut rappeler un peu le spectacle de variété. Et ces pauses sont souvent intercalées par exemple, cette image du RC Indian pour rappeler aux téléspectateurs que le signal fonctionne bien, mais que nous n'avons aucun contenu à envoyer. Donc, rapidement, les diffuseurs comprennent qu'on peut meubler ces pauses pour les rendre rentables avec de la publicité. Et finalement, le flux tel que... donc, on passera d'un flux de sequence as programming, donc ce flux où des blocs sont intercalés de pauses, à un flux que Williams appelle de sequence as flow, où tous les espaces sont meublés par un élément de contenu et que même le contenu principal, l'émission, sera fragmenté par la publicité. Ce qui nous apparaît important, c'est que donc tout est planifié dans ce flux selon Williams, tout est pensé de la part du diffuseur pour accrocher le téléspectateur. Il n'y a aucun choix qui est arbitraire dans l'envoi de ce flux. Le deuxième paramètre qui nous intéresse serait l'identité de la chaîne ou la chaîne comme marque, pour reprendre l'expression de Jost. Donc, même avant la multiplication des chaînes, on utilise déjà le concept chez Williams, entre autres encore, de brand ou de marque, souvent pour différencier chaînes publiques et chaînes privées, qui sont les quelques chaînes les plus fréquentes sur les différents territoires, où la marque de la chaîne publique serait de diffuser des contenus de culture et d'éducation, et la marque de la chaîne privée, davantage le divertissement et la rentabilité.
On parle déjà tôt dans l'histoire de la télévision d'une volonté de fidélisation. Et après, avec l'arrivée du câble et de la multiplication des chaînes, évidemment, c'est un peu l'exacerbation de ce phénomène où la logique de la programmation devient vraiment importante pour aider la chaîne à se développer une identité, à développer sa marque. La logique de programmation n'est pas nécessairement apparente pour le téléspectateur, mais les règles de cohérence sont tout de même là pour chacune des chaînes. Donc, la chaîne va travailler son identité aussi en se mettant en scène par l'autopromotion, par un habillage visuel, les différents logos à travers l'histoire de Radio-Canada, par exemple, ou de la publicité sur elle-même pour montrer sa distinction par rapport à d'autres chaînes. Elle fait une promesse au concept de juste d'un certain contenu ou d'un certain genre d'émission ou d'un certain public à qui elle s'adresse, comme Nickelodeon aux États-Unis, qui s'adresse davantage aux enfants, ou HBO, qui promet des contenus extraordinaires. Donc, Massé parle que la programmation, c'est l'art de la rencontre entre l'offre d'une chaîne et ses individus afin de créer une loyauté qui peut perdurer sur plusieurs années, parfois, à une chaîne. Le dernier paramètre télévisuel qui nous intéresse pour comprendre YouTube, c'est celui de la place particulière qu'a le téléspectateur, son espace de réception. Autre notion qui a été discutée aujourd'hui, dans les tout débuts de la télévision n'était pas domestique, on était surtout dans des lieux publics, restaurants, bars, gares de train. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie veut vraiment vendre plus de téléviseurs, donc commence à développer un marché pour l'écoute domestique et à faire la promotion de la télévision comme un objet qui doit entrer dans la maison. Évidemment, l'appareil devient de plus en plus accessible, de moins en moins cher. Donc, c'est là que se développe l'écoute domestique avec les amis, les voisins, la famille, en petits groupes. Donc, elle est incorporée à la routine de vie. La télévision, elle fait partie du quotidien. Elle prend la place, entre autres, du foyer dans la maison. Et c'est un paradigme là, qui va quand même durer assez longtemps dans l'histoire de la télé. Donc, c'est un média de masse qui rejoint beaucoup de personnes, mais qui sont dispersées géographiquement, qui font des écoutes individuelles, chacun chez soi, mais tous en même temps. Ça donne l'impression aux téléspectateurs qu'il y a accès à un nouveau monde en direct sans nécessairement avoir à y être. Donc, graduellement, le téléspectateur a davantage de choix avec les différentes technologies comme la multiplication des chaînes, la télécommande, l'enregistreur et aujourd'hui Internet. Donc, afin de vous aider à suivre notre réflexion, on a monté un tableau qui grossira au cours de la présentation. Donc, voici le résumé des différentes notions télévisuelles qui sont amenées pour nous aider à comprendre YouTube. Donc, je vous rappelle notre thèse que YouTube est emblématique de l'hypermodernité télévisuelle actuelle. Donc, un emblème et une figure représentative d'une chose qui est abstraite. Donc, nous avançons que YouTube cristallise les éléments que nous avons identifiés qui caractérisent la télévision et nous allons donc le démontrer avec les 3 paramètres. Mais avant de commencer notre exemplification de YouTube, détaillons qu'est-ce que l'hypermodernité. Bien sûr, le concept clé dans l'hypermodernité est d'abord la modernité. Donc, où le progrès, la raison et le bonheur sont des valeurs chères à la modernité. On croit à l'évolution des technologies et à l'économie. On délaisse Dieu comme étalon de mesure, comme celui qui guide nos vies, mais on croit plutôt que la raison et finalement que le bonheur individuel doit commencer à prendre un peu de place par rapport au bonheur collectif. Évidemment, après l'ère de la modernité, après les excès de la modernité de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé d'une ère de post-modernité. Donc, on a voulu aller au-delà des valeurs de la modernité. Nous croyons que nous sommes davantage dans l'ère de l'hypermodernité où ces valeurs-là sont encore présentes aujourd'hui, mais sont en excès, sont un peu à l'infini, d'où le N dimension, où donc ces valeurs-là, on veut aller encore plus loin dans ces dites valeurs-là. Donc, une espèce de retour vers cette modernité qui sera exagérée, multipliée à l'infini. Nous allons donc détailler chacune de ces valeurs. Donc, le progrès qu'on peut lier à la cybernétique. Donc, on cherche à combattre le chaos. On désire vraiment, dans la cybernétique, avoir une circulation des idées et des informations qui doivent venir avec une rétroaction, vraiment l'image de la boucle. On cherche à avoir de meilleures informations et toujours de plus en plus d'informations à l'ère de la cybernétique. On croit que si les individus sont mieux informés, ils prendront de meilleures décisions. La technologie incarne vraiment cette accélération de la boucle de l'information. Et la technologie ne doit pas être vue comme neutre. Elle participe à la circulation d'idées et de visées dans une visée, un but vraiment précis, un objectif précis.
Ensuite, on a la raison qu'on peut lier au néolibéralisme. Donc, l'importance de la raison dans l'hypermodernité, c'est que l'individu devient un agent économique rationnel. La loi de l'offre et de la demande est naturalisée, c'est-à-dire qu'on veut faire croire que c'est la chose naturelle, que c'est comme ça que les choses sont ainsi faites, que ce n'est pas une construction de l'humain. C'est ce qui est raisonnable de penser dans les lois de l'économie. On veut justement laisser les marchés plus libres, on veut qu'il y ait moins de règles qui régissent l'économie. La raison est la garantie que le système va bien fonctionner. Tout peut être consommé, tout devient produit. On a vraiment la marchandisation des communications qu'on vit vraiment actuellement. Et par exemple, on ne parlera plus de culture avec un grand C. Entre autres, on parlera de produits culturels. Donc, dans l'ère néolibérale, chaque objet est adapté pour une personne, ou à tout le moins, on lui fait croire que c'est pour une personne spécifique, que c'est personnalisé. Mais cela est un leurre, évidemment, tout est à l'air d'être usiné, tout est fait à la chaîne. Dernière valeur de l'hypermodernité, le bonheur, qu'on peut évidemment associer à l'hyper-individu, qui va donc délaisser complètement la collectivité pour se concentrer vraiment sur lui. Donc, l'individu est au centre, est à la base de toute la réflexion à l'ère de l'hypermodernité. On peut caractériser l'hypermodernité et l'hyper-individu qui s'auto-définit, qui ne veut plus suivre les traditions ou les conventions, qui veut se définir lui-même et déterminer par lui-même ce qui est bon pour lui. Il veut être partout à la fois. On va voir, par exemple, une fragmentation des identités. À une époque, on parle d'homme-femme. À une autre époque, on parlera homme-femme, homosexuel, hétérosexuel. Aujourd'hui, on a maintenant la culture LGBT, etc. Et même parfois, certains individus vont eux-mêmes déterminer comment ils se voient comme identité. L'individu est donc davantage autonome. Il est responsable de lui-même. Il doit prendre soin de lui, entre autres, la santé. Donc, la personnalisation, tout est adapté pour l'individu, la personne elle-même. La culture participative est vraiment emblématique de l'ère de l'hypermodernité. On a besoin de vitesse. L'individu veut que ça bouge, qu'il n'y ait pas de temps mort. Il veut toujours être stimulé. Il veut faire plusieurs choses en même temps. Il y a une importance vraiment pour le plaisir, la jouissance, rapidement, presque dans l'immédiateté, besoin d'une rétroaction de plaisir et d'un plaisir évidemment personnel. Donc, si on ajoute ces différentes caractéristiques de l'hypermodernité accolées aux différents paramètres de la télévision qu'on avait ciblés, on peut voir une adéquation entre le flux et la cybernétique, entre l'identité de la chaîne comme marque et le néolibéralisme, la réception du téléspectateur et l'hyper-individu. Comment tout ça se traduit dans YouTube, selon nous? Donc, quelques captures d'écran de YouTube. Donc, si on prend le flux, évidemment, qui est plus le flux aujourd'hui, la cybernétique veut idéalement un flux infini et un contenu illimité. Bien évidemment, la première capture en haut à gauche nous permet de voir qu'à chaque fois qu'une vidéo finit, YouTube veut tout de suite nous en envoyer une autre. Si on ne fait rien, un peu comme on l'a dit avec Netflix ce matin, des vidéos seront envoyées à l'infini si l'utilisateur n'interagit pas. Évidemment, la possibilité pour les chaînes, mais aussi pour l'individu, de créer des listes de lecture, des playlists, et donc de pouvoir lui-même se préparer un contenu presque illimité. Évidemment, en soi, les deux captures d'écran de la droite nous montrent comment on a une quantité énorme de vidéos disponibles qu'on peut toujours cliquer et alimenter. L'utilisateur peut alimenter lui-même son flux. L'importance de la mobilité aussi, le flux est un peu partout, les contenus sont un petit peu partout, donc évidemment, sur un téléphone cellulaire, capture écran, mais tablette et les lieux à différents endroits où on peut consulter les contenus de YouTube. Autre élément important de la cybernétique, donc la facilité d'utilisation, donc l'utilisateur, justement, doit pouvoir s'y retrouver facilement. Donc, on parle d'une interface assez dégagée à gauche, la vidéo principale, plein de vidéos à droite que je peux consulter rapidement, quelques clics. Même pour se créer une chaîne, on parle de 2 clics, on parle de cliquer sur « Créer ma chaîne » et voilà la capture du milieu en haut. Voici ce qui vous apparaît, vous inscrivez votre nom et créez. Vous n'avez pas d'autre choix à faire que ça. Donc, c'est vraiment rapide pour créer sa propre chaîne sur YouTube. Fluidité aussi sur les plateformes, capture d'écran, la troisième du haut, provenant d'un téléphone cellulaire, facile avec les doigts de circuler, quelques logos rapides de s'y trouver. Évidemment, un outil de recherche similaire à d'autres qu'on connaît où on inscrit seulement quelques lettres. J'ai plein de suggestions de mots pour faire ma recherche. Évidemment, le système de recommandation qui m'aide à ne pas m'y perdre dans cette quantité infinie de contenu.
Et c'est vraiment le principe de rétroaction dans le système de recommandation. Plus j'utilise YouTube, plus je risque de trouver des vidéos qui me plaisent par donc la rétroaction des algorithmes. Si on saute maintenant à l'identité de la chaîne ou la chaîne comme marque, il m'apparaît intéressant dans YouTube qu'il y a comme une double logique. Parce que YouTube, évidemment, crée sa propre marque avec son logo, avec son Broadcast Yourself, son slogan, merci. Mais on permet aussi à des YouTubers de créer leur chaîne et de se créer une identité. Donc, je vous ai mis à gauche PewDiePie, le YouTuber qui a le plus de clics sur la planète. Donc, qui s'est créé une identité avec sa chaîne grâce à YouTube qui permet la création d'identité. Ça dit beaucoup sur ce qu'est la chaîne YouTube ou ce qu'est le YouTuber par la création de son identité par YouTube. Important, le capitalisme communicationnel et créatif. Donc, des plateformes comme YouTube, Facebook ou Twitter n'existent pas si les contenus ne sont pas créés par les utilisateurs. Si on ne met rien sur ces plateformes-là, il n'y a aucun intérêt pour elles d'exister. Donc, ça, c'est vraiment une logique du capitalisme créatif qu'on retrouve sur YouTube. Évidemment, un modèle économique très fort. Une publicité ici à gauche avant de regarder ma vidéo. La publicité au centre intégrée directement dans ma vidéo qui apparaît pendant que la vidéo roule. Si l'utilisateur ne clique pas sur le X, ne fait pas une action, la publicité reste là. Évidemment, même du contenu payant disponible sur la plateforme. Donc, autre élément important dans le néolibéralisme, c'est important de quantifier les choses, de montrer les chiffres. Donc, évidemment, la barre blanche qui apparaît sous toutes les vidéos, le nombre de vues qu'on a, le nombre de personnes qui aiment et qui n'aiment pas. On chiffre énormément d'éléments, le nombre de personnes abonnées. Beaucoup d'éléments factuels sont fournis sur YouTube, quantitatifs. On me propose les chaînes les plus populaires et donc, on me dit même combien de millions de personnes suivent ces chaînes-là. De la part donc du vendeur, du producteur, ici YouTube, une multiplication infinie de l'offre. À la fin d'une vidéo, on met donc en place un système pour que le YouTuber me propose d'aller voir d'autres chaînes, d'autres vidéos de sa chaîne. On propose évidemment de m'abonner un peu partout. Le petit logo rouge revient à plusieurs endroits. Pendant qu'une vidéo tourne, j'ai donc en bas la capture la plus pâle, en bleu, la possibilité de cliquer pour m'abonner pendant que j'écoute une vidéo. Et évidemment, toutes sortes de contenus me sont toujours proposés de façon quasi infinie. Dernier paramètre, donc la position propre au téléspectateur qu'on peut retrouver l'hyper-individu sur YouTube. Donc, évidemment, la plateforme est individualisée. On est seul à la consulter. J'ai mes menus, deuxième capture à droite, que je peux consulter, aller créer pour moi-même mes playlists, les choses que je voudrais regarder plus tard ou revoir une vidéo que j'ai déjà aimée. Et donc, m'abonner à différentes chaînes pour que ce soit mon YouTube à moi. Personnalisation de la plateforme par les YouTubers aussi. Donc, juste, encore une fois, dans le slogan « Broadcast Yourself », l'importance du soi. Ici, c'est le bandeau donc, de ce YouTuber, PewDiePie, qui a donc personnalisé en mettant des informations sur sa chaîne et donc en haut de chacune des chaînes. Déjà, je ne l'ai pas dit, mais le terme chaîne est vraiment propre à la télévision et est repris par YouTube. Donc, chaque YouTuber peut donner une identité personnalisée, son bandeau. Donc, autre élément important de l'hyper-individualisme, la participation. Évidemment, la longue section de commentaires sous les vidéos en fait foi. Et je peux commenter le commentaire de quelqu'un et je peux aimer ou non un commentaire de quelqu'un et je peux commenter le commentaire qui commentait. Donc, c'est un peu infini, la boucle de commentaires et de appréciation ou pas qui peut être mis. On donne un apparent contrôle sur la diffusion. On permet aux YouTubers parfois de géolocaliser leurs vidéos. On leur permet de donner de l'information sur leurs vidéos. Et dernier élément, si on se met du point de vue du consommateur, de l'utilisateur, on nous donne une impression de multiplication infinie de l'offre. Donc, encore une fois, pendant que je visionne une vidéo, j'ai toutes sortes de vidéos disponibles à ma droite, tous les menus qui me permettent d'organiser mes vidéos. Et finalement, à la fin d'une vidéo, si j'ai décidé de faire annuler, pas laisser la prochaine vidéo commencer par elle-même, on m'offre quand même 12 nouvelles vidéos que je pourrais cliquer et continuer mon expérience YouTube. Donc, ici, on résume nos observations par rapport à YouTube. Le tableau synthétise un peu tout ce qu'on vient de montrer, exemplifié par des captures d'écran.
Donc, je crois que l'analyse démontre bien que YouTube s'inscrit dans l'hypermodernité et qu'elle est en partie, en très grande partie, héritière de plusieurs éléments télévisuels. En guise d'ouverture, on aurait bien voulu s'attarder à une autre plateforme de diffusion de contenu en ligne qui est très populaire, peut-être un peu moins connue, qui s'appelle Twitch. Donc, on n'a pas fait une analyse détaillée de Twitch, mais rapidement, Twitch, comme YouTube, met du contenu en ligne fait par des utilisateurs, permet du contenu en diffusion en direct. C'est vraiment une plateforme beaucoup utilisée par les joueurs de jeux vidéo qui vont donc jouer en direct et les gens peuvent commenter pendant que le joueur joue et participer au jeu. Donc, on est vraiment encore plus proche du flux dans la façon de Williams, puisqu'on va avoir des notions que j'ai pas abordées, comme le rendez-vous, puisque le Twitcher va annoncer que samedi, à telle heure, il commence une partie. Donc, tout le monde va se connecter pour être en même temps que le Twitcher, avoir sa partie. C'est une plateforme hyper capitalisée, très économique. Évidemment, déjà, vous voyez le nombre de publicités, comment on vous incite à vous inscrire, parce que c'est une plateforme payante. Et plus je paye cher, parce qu'il y a différents niveaux d'abonnement, plus j'ai des accès exclusifs au Twitcher, à certains contenus, à interagir avec lui davantage. Donc, la monétisation est encore plus grande et plus importante sur Twitch que sur YouTube. Et dans un dernier temps, on a vraiment un élément de participation parce que puisqu'on a un espèce de feed Twitter live en même temps que le Twitcher est en train de jouer, il peut tout de suite interagir et lui dire va plutôt là ou plutôt là. Donc, on est encore plus dans la personnalisation et l'interaction directe puisqu'on a un spectateur qui rappelle un peu le téléspectateur, qui peut rappeler aussi et qui peut devenir un acteur même du jeu, du jeu du Twitcher, puisqu'il peut lui faire des suggestions de décisions qu'il pourrait prendre, entre autres. Merci beaucoup pour la rapidité et la pertinence. Je pense qu'il y a certainement des questions qui vont venir. Il suffit qu'on dise ça pour qu'il n'y ait pas de questions tout de suite. Peut-être juste une remarque, je trouve ça très très pertinent, je te remercie beaucoup, vraiment. Surtout c'est intéressant de faire le lien entre la question de ce bonheur de l'hyper-individu et les questions de l'engagement que nous avons vu avec Lise notamment. Donc c'est plus une remarque qu'une véritable question, mais pour souligner vraiment la continuité. C'est ça, donc ça fonctionne bien et non, je n'ai pas forcément de... L'engagement, c'est pas un concept. Probablement que Maud serait plus à l'aise avec ce concept-là. En études vidéoludiques, c'est un concept qui est abondamment étudié et traité, là, qui a sûrement des éléments à reprendre avec des plateformes comme YouTube, puis même avec les études télévisuelles, assurément. Ce qui est intéressant avec Twitch, cette semaine, il y a eu un live d'une vieille série des Power Rangers. Allô? Oui, ça fonctionne bien. Oui, je suis fou. Il y a eu un live d'une vieille série des Power Rangers. Puis ça ramène un peu à la question de fans qu'on parlait tantôt, où là, si ça jouait à la télé, je pense qu'il n'y aurait personne qui l'écouterait, mais là, vu que c'est en live, puis c'est une vieille série un peu nulle, vraiment, vraiment nulle, une espèce de communauté qui se crée, c'est vraiment intéressant parce que ça amène un petit côté de direct qu'il n'y aurait nulle part ailleurs. C'est vraiment la différence pour nous entre Twitch et YouTube. C'est vraiment que YouTube, il n'y a rien qui est en direct. Donc, il y a certaines, entre autres avec le flux, je ne vais pas y revenir, même si on en a abondamment parlé, mais qui était très lié au direct avec l'époque où Williams a étudié ça et a amené cette théorie-là. Donc, c'est sûr que pour YouTube et la télévision actuelle, ça fonctionne un petit peu moins bien parce qu'évidemment, dès que je clique sur « Annuler », il faut que le consommateur était plus dans une logique de stock où j'ai accès à plein de contenus. Mais c'est vraiment la force de Twitch, puis c'est vraiment pourquoi Twitch et YouTube sont deux plateformes différentes qui rejoignent des publics différents. Puis l'histoire de Twitch découle vraiment de la communauté de joueurs de jeux vidéo, puisque ça a commencé parce que les joueurs étaient en ligne en train de faire leur partie. Donc, la force du direct de Twitch va peut-être aller rechercher d'autres contenus télévisuels comme Power Rangers, que j'avais vu un peu passer là, dans les nouvelles que ce contenu-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses en différé sur Twitch, mais ce qui est vraiment la force de cette plateforme-là et qui fait qu'elle est intéressante à étudier et qui va chercher un certain public, c'est donc le direct que j'avais vraiment envie de lier avec des concepts comme le rendez-vous télévisuel ou la télévision cérémonielle,
où ça rappelle, entre autres, ces grands événements qui fonctionnent encore à la télé, le Super Bowl, les Jeux olympiques. Donc, il y a ça aussi dans Twitch. Les utilisateurs, ceux qui sont les viewers, ceux qui regardent, veulent être là quand le joueur joue. Donc, je ne sais pas pour Power Rangers si ça a bien fonctionné, que les gens se sont vraiment connectés au moment où ils faisaient la diffusion en direct. 45 000 personnes, je pense. Ce qui est assez énorme pour un truc aussi nul. Par derrière, là, je ne sais pas, monsieur, peut-être. Deux précisions. La première, la communauté des fans des Power Rangers est massive avant même la sortie du film. La seconde précision, il y a sporadiquement des transmissions live sur YouTube. Parfois, il y a des concerts en direct. Oui. Donc, je me souviens, je pense que c'était en 2010, je crois, il y avait un concert de The National qui était en direct sur YouTube. Et on pouvait le commenter en direct également, comme sur Twitch. Mais c'est vrai que YouTube est moins associé au direct que la plateforme Twitch. Voilà, ouais, merci. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ça, puis ces événements-là, YouTube, j'ai l'impression, sans avoir fait une étude approfondie, qui ont fait beaucoup moins parler d'eux que Twitch. À chaque fois qu'on réfère à Twitch, on parle toujours du fait que c'est en direct, puis que oui, des fois, il y a des dérives dans les discussions ou pas, puis l'interactivité. Mais comme Twitch a aussi du différé, YouTube a un peu de direct. C'était le même. Est-ce que vous aviez autre chose à dire? OK, ça sera pas long. Faire ça rapide. Mais en fait, j'avais juste. Je pouvais commenter parce que, à la base, YouTube était comme une plateforme pour gérer des vidéos déjà existantes ou préexistantes. Puis c'est plus un algorithme un peu à la Google. Et Google a cette tendance, bon, ils sont allés dans le cellulaire, bon, ils diversifient leur truc, au même titre que Netflix était une plateforme qui rediffusait de la télévision par un abonnement. Maintenant, YouTube produit, si je ne me trompe pas, je ne m'y connais vraiment pas, mais du matériel original avec YouTube Red, je crois, ou quelque chose dans le genre. Est-ce que c'est cette... vu qu'on est dans un truc un colloque sur la télévision, Netflix produit, bon, la rumeur, c'est 2 milliards de dollars en production originale pour les 2 ou 3 prochaines années. Est-ce que c'est cette façon de venir assassiner le network ou le classique à partir de ces techniques-là d'aller chercher du public petit par petit, du public précis un peu éparpillé, ce que je ne suis pas très clair, mais bref, la production de contenu original, s'ils le font, c'est parce qu'il y a quand même de l'argent à faire. Tu parlais de publicité, etc. Donc, si on est rendu à mettre des millions et pour Netflix des milliards, donc il y a de l'argent à faire, est-ce que YouTube, tu penses que ça serait viable par rapport à l'étude que vous avez faite? C'est pas moi la spécialiste de YouTube. Je suis pas trop au courant de la production YouTube fait, mais apparemment, selon moi, c'est pas la grosse force de YouTube. Pour moi, la force de YouTube, c'est de mettre en place une plateforme facile pour permettre à des gens de créer du contenu et de diffuser leur contenu, d'où tout l'avènement des YouTubers, puis comment YouTube travaille avec eux pour les aider à créer du contenu. Donc, ce que je disais tantôt par rapport au capitalisme créatif, je trouve que la force de YouTube, c'est plus de mettre en place une plateforme, un système pour que les gens créent du contenu et diffusent leur contenu. Fait qu'il faudrait que je m'informe. Puis par rapport à tuer les networks, je suis pas sûre... j'ai l'impression que YouTube a... j'ai l'impression que YouTube a trouvé son public, sa niche. Ça fait partie de la mutation de la télévision actuelle. On est peut-être un peu trop collés là, pour dire l'influence sur... puis c'est ça, dans le visage, puis c'est là qu'on est aujourd'hui et demain. Il y a tellement d'éléments qui vont définir la télévision de demain, Netflix, toutes les différentes plateformes que les chaînes plus traditionnelles, les networks mettent en place. Donc YouTube, c'est pour ça qu'on a amené cette communication-là. C'est un élément dans le lot. Je ne sais pas si dans les bureaux de YouTube, c'est leur visée de tuer les networks, mais ils ont assurément trouvé leur public, leur niche, puis leur système, puis ils s'adaptent très vite aux différents changements. Voilà, on va s'arrêter là pour les questions. Je suis désolé, mais on risque de pas avoir le temps sinon de